Bonjour les élèves de HLP. Alors, je vais commencer par faire un petit point, une synthèse sur l'histoire des découvertes et des rencontres avec l'autre. Vous pourrez retrouver ce cours, pages 172 et 173 de votre manuel de HLP, si vous y avez accès via l'ENT. Néanmoins, pour tous ceux qui n'y auraient pas accès, petite synthèse. Vous pouvez prendre des notes au fur et à mesure de manière à bien imprimer les idées essentielles. Et on reviendra peut-être aussi sur la définition de certains mots qui sont importants pour comprendre cette rencontre avec l'autre et les différentes étapes de cette rencontre. Alors tout d'abord, la découverte de nouveaux mondes. Ces grandes découvertes de nouvelles régions du monde correspondent à une période historique qui s'étend du XVe jusqu'au début du XVIIe siècle. Je vous rappelle, 1492, c'est la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et donc, à partir de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle, eh bien, on découvre de nouveaux territoires. Durant cette période, les Européens se livrent à l'exploration intensive de la Terre, cartographient la planète, autrement dit, ils en font la carte, puisque jusqu'ici, ils pensaient qu'il n'y avait guère que le continent européen et puis l'Asie. Et là, ils vont découvrir qu'il y a autre chose. Donc, effectivement, ils vont faire de nouvelles cartes. Et ils établissent des contacts directs avec l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. La plus emblématique de ces grandes découvertes est donc celle de Christophe Colomb, qui débarque sur l'île qu'il nommera San Salvador, c'est actuellement les Bahamas, le 12 octobre 1492, alors qu'il pensait avoir atteint les Indes orientales, qui étaient au départ le motif de son voyage. Amerigo Vespucci est le premier à comprendre qu'il s'agit en réalité d'un nouveau continent, et pas seulement d'une île, qui sera donc baptisé America en son honneur. Le terme de « nouveau monde » vient donc désigner indifféremment tous ces nouveaux territoires. Nouveau monde, c'est pas seulement l'Amérique. Les premiers contacts avec les habitants de ces nouveaux territoires sont empreints d'un mélange d'étonnement, de curiosité et d'un intérêt pour les us et coutumes des indigènes rencontrés. Au départ, véritablement, c'est ce qu'on avait d'ailleurs dans le texte 1, la rencontre s'avère plutôt prometteuse. Il y a de la curiosité chez les uns et chez les autres. Cela se manifeste essentiellement par des échanges de biens, de nourriture, mais aussi par le désir d'entrer en communication avec ces populations. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir la formation d'interprètes qui vont pouvoir faire le truchement, comme le dit Montaigne, c'est-à-dire le lien vocal entre les peuples indigènes et les occidentaux. Malheureusement, après ces premiers contacts pacifiques, la colonisation de ces territoires à des fins commerciales se transforme bien vite le caractère pacifique des premières rencontres en une volonté d'asservissement. Donc l'asservissement, c'est le fait d'obliger quelqu'un à servir quelqu'un d'autre. Autrement dit, on est dans l'esclavage. Donc, volonté d'asservissement, voire d'anéantissement des populations indigènes par les différentes nations européennes. Donc, on pense bien sûr aux Espagnols, mais aussi aux Portugais et aux Français. La démographie amérindienne diminue ainsi de 90% en un siècle, ce qui permet l'accélération de la conquête de ces nouveaux mondes par les Européens. Ces pertes de main-d'œuvre ont favorisé la structuration au XVIIe siècle d'un commerce triangulaire où l'esclavage des populations africaines au profit des terres américaines a été institué. C'est ce qu'on avait d'ailleurs à la fin du film de la controverse de Valladolid, puisque vous vous souvenez, la décision du légat, c'était de considérer que les Indiens étaient à l'image des Espagnols, des hommes pourvus d'âme, et donc qu'il fallait prendre les Africains. Donc, moralité, ce qu'ils ont fait, les Européens sont partis d'Europe, sont descendus en Afrique, capturer des indigènes africains, et les ont emmenés dans le Nouveau Monde, en Amérique. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de commerce triangulaire. D'accord ?
Alors ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, et on l'a vu à travers les différents textes que nous avons pu lire, une variété de témoignages très importante. D'abord, les récits de voyage. Le récit de voyage, c'est un genre littéraire dans lequel l'auteur rend compte d'un ou de plusieurs voyages, des peuples rencontrés, des émotions ressenties, etc. Il privilégie le réel à la fiction, bien qu'il puisse s'enrichir de jugements, de points de vue ou de réflexions personnelles. Il devient un témoignage historique qui permet d'éclairer et de reconstituer les premiers moments de la rencontre avec d'autres cultures. Par exemple, on a Alors, je vais me diriger juste vers ma bibliothèque. Hop. Voilà. Ce gros livre-là, qui s'intitule « Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne » par Bernal Díaz del Castillo, fait, voyons voir, à peu près 500 pages, et c'est un témoignage vraiment très complet, voilà, de choses qui se sont réellement passées dans le Nouveau Monde. Alors, à côté de ces récits de voyage, qui sont donc marqués par le côté réel des choses, on a tout ce qui est littérature de fiction. Les récits de voyage autour de la rencontre de nouvelles cultures ont connu un tel engouement auprès des populations européennes qu'ils ont suscité une abondante littérature fictive. Le détour par la fiction permet à l'auteur de faire part de son point de vue critique sur la réalité de ces rencontres et d'inverser parfois même le regard en donnant la parole à l'autre. C'était par exemple ce que nous avions vu dans le texte où il y avait une réécriture de Robinson Crusoe, Vendredi ou la vie sauvage, pardon, où on voyait qu'il y avait un renversement de perspective. Dans un des récits, c'était l'Européen qui racontait, et puis dans l'autre, on avait au contraire la chose racontée du côté, mais de l'autre côté, du côté de Vendredi. Donc Vendredi, l'esclave, entre guillemets, de Robinson. Alors, ce qu'on peut voir aussi concernant la question de l'autre, c'est qu'au départ, on a des préjugés ethnocentriques. Je vous rappelle que l'ethnocentrisme, c'est le fait d'être centré sur sa propre ethnie, de considérer que ses propres habitudes, son propre peuple est le meilleur, qu'il ne peut en exister d'autres parce que voilà, c'est nous qui avons la vraie religion, la vraie politique, la meilleure manière de nous comporter, etc., etc. C'est ça l'ethnocentrisme. Donc la rencontre de nouveaux peuples a permis aux Européens non seulement d'approfondir leurs concepts déjà existants sur l'homme, mais aussi d'en créer de nouveaux. Si les premières rencontres, on l'a dit, manifestent un regard bienveillant sur cette altérité nouvelle, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'attitude qui conduit à privilégier et à surestimer le groupe racial, géographique ou national auquel on appartient, a très vite été caractéristique du comportement européen vis-à-vis des habitants des Nouveaux Mondes. Il a engendré de nombreux préjugés raciaux. L'une des difficultés que l'on a à sortir de l'ethnocentrisme tient à ce qu'il n'est pas toujours conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours conscient quand nous, on rencontre quelqu'un de vraiment différent. On n'a pas toujours conscience que quelque part, on le regarde de manière un petit peu condescendante, en se disant « Ah, bah tiens, il n'est pas aussi évolué que notre société ». Est-ce que ces préjugés sont dépassés ? Alors, cet ethnocentrisme a été contrebalancé parfois par une vision plus humaniste de l'autre. C'est par exemple ce que vous trouvez chez Montaigne dans les 2 chapitres qui sont au programme de première, des cannibales et des coches. Donc l'autre va être considéré à ce moment-là philosophiquement et concrètement comme appartenant pleinement à la communauté des hommes et en droit de revendiquer l'épanouissement de ses facultés humaines. L'humanisme peut néanmoins poser problème s'il part d'une conception de l'être humain établie par les représentants d'un groupe dominant qui définissent ainsi la norme. Par exemple,
l'humanisme ne s'est pas illustré dans leur reconnaissance des droits des femmes. L'humanisme, je vous rappelle que c'est un mouvement littéraire et culturel du XVIe siècle, représenté notamment par Rabelais et par Montaigne. Si on considère la place de la femme chez ces deux auteurs au XVIe siècle, elle est considérée très clairement comme inférieure à l'homme. La femme, son rôle se limite à faire des enfants, à les élever et à s'occuper du foyer. Elle n'est absolument pas considérée à l'égal de l'homme et notamment elle n'a pas le droit à l'éducation. Il va falloir attendre le XVIIIe siècle et le mouvement des Lumières pour que la femme progressivement prenne de l'importance et notamment avec la déclaration du droit des femmes écrit par Olympe de Gouges en 1791 ou 92 si je ne me trompe. Voilà, donc ça c'était un point de synthèse. La deuxième vidéo va être consacrée à la correction des 4 textes entre lesquels vous deviez choisir. Et puis après, il y aura une troisième vidéo qui sera une synthèse finalement de tout ce qui est crise de l'ancien monde au contact des nouveaux mondes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout de suite.